vous le disais, faux conseiller bancaire, chantage aux photos intimes, arnaque aux sentiments. Attention aux escrocs. Le gouvernement dévoile aujourd'hui son rapport sur ce qu'il appelle la cybermalveillance. La menace est bien réelle. On va voir quels sont les pièges à éviter et comment les éviter avec nos invités. Avec nous d'abord en direct, une victime qui a accepté de témoigner. Merci beaucoup Rose. On précise que vous ne voulez pas apparaître à visage découvert car votre entourage n'est pas au courant. Vous allez nous raconter comment vous avez été arnaqué de 40 000 € tout de même. Nous sommes également avec Santo. Bonjour à vous. Vous êtes ce qu'on appelle un hacker éthique. Vous piégez les escrocs avec votre collectif On est ensemble et vous nous direz comment ils font et ce qu'il faut faire pour ne pas se faire avoir. Et puis en plateau à mes côtés, Justine Atlan est avec nous, directrice du site e-enfance qui accompagne les jeunes et leurs parents grâce au numéro d'écoute le 30 18. Comment protéger nos ados qui sont aussi des cibles privilégiées sur les réseaux sociaux. On en parlera évidemment. On va commencer d'abord par comprendre de quoi on parle. Quelles sont les arnaques les plus répandues ces derniers mois sur Internet et les réseaux sociaux ou par téléphone? On voit ça avec vous, Florent Boutet. Tout le monde ne se manifeste pas. On peut estimer qu'il y a des millions de victimes chaque année, des arnaques toujours plus importantes, à commencer par celle qui est figurée ici avec une personne malveillante qui littéralement vous hameçonne. En anglais, on dit que c'est du phishing. Elle vous envoie des messages, par exemple comme celui-ci sur votre téléphone portable. Le dernier paiement de votre abonnement a été rejeté. À mettre à jour impérativement, on clique et on se retrouve sur une page frauduleuse. Des messages comme ceci, il y en a pléthore pour les colis ou encore les allocations. Le plus répandu étant la fausse contravention pour infraction routière. Attention, le seul site en la matière auquel vous pouvez faire confiance, c'est bien celui-ci, amende.gouv.fr. Et puis il y a d'autres pratiques comme les faux supports, à commencer, regardez, par les faux conseillers bancaires. C'est vraiment quelque chose qui explose. Quelqu'un vous appelle et en ligne avec lui, vous lui faites malheureusement confiance, vous donnez vos identifiants et vous vous faites escroquer. Plus classique, les comptes piratés à cause de failles de sécurité sur certains systèmes, ou encore le rançongiciel. Ici, c'est le pirate qui installe à distance sur votre ordinateur un logiciel qui en bloque l'accès. Vous êtes obligé de payer pour pouvoir retrouver vos datas. Alors les institutions comme les EHPAD, les hôpitaux en ont été victimes, mais aussi des collectivités locales et plus récemment beaucoup de petites PME, jusqu'à, vous voyez, cette pâtisserie ici à Célestat. Enfin, et pas des moindres, on terminera par cette pratique qui commence à vraiment monter. C'est la sextorsion. Elle cible notamment les jeunes garçons avec de faux comptes qui les aguichent, les incitent à se dénuder, et quand ils se rendent compte que c'est tout faux, ils doivent payer, sinon la vidéo est envoyée à tous leurs contacts, ce qui les place dans des situations vraiment inextricables. Alors vraiment, ce qui est conseillé, c'est de ne jamais céder au chantage et de ne pas payer les sommes qui sont demandées. On va revenir évidemment sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais d'abord, on va écouter un témoignage qui va sûrement aider d'autres personnes qui sont ou qui ont été dans cette situation. Merci Rose d'être avec nous. Merci de témoigner. Alors à visage caché, parce que votre entourage n'est pas au courant, parce qu'on va le dire, vous avez honte, vous avez de ce qui vous est arrivé. Une escroquerie sentimentale, en fait. Vous êtes fait avoir par amour, par quelqu'un qui a prétendu être quelqu'un d'autre et qui en voulait juste à votre argent. Vous êtes entré en contact avec quelqu'un qui s'est fait passer pour le chanteur David Hallyday, dont vous étiez fan. Vous allez entretenir une relation avec lui sur les réseaux sociaux pendant 3 ans, jusqu'à même organiser votre mariage avec lui. Comment, alors ça paraît dingue comme ça, mais expliquez-nous, comment vous êtes entré en contact d'abord avec cet homme? Alors déjà, c'est pas moi, c'est lui. Il m'a envoyé un message sur Insta en me demandant comment j'allais. C'était à la fin du premier confinement. Et voilà, moi je n'ai jamais affiché quoi que ce soit qui faisait en sorte que j'appréciais ce chanteur. Et du coup, on a passé une nuit blanche à discuter sur notre vie en fin de compte. Cette relation, elle va durer 3 ans et vous allez tomber amoureuse de cet homme, en fait. Comment vous l'expliquez sans jamais l'avoir rencontré? Voilà, la chose qui s'est passée, c'est qu'ils sont plusieurs.
En tout, j'en ai compté 7. Je me suis fait avoir par 7 personnes, sauf que ils continuent l'histoire en fin de compte. Ils vous disent que vous vous faites avoir, mais que eux sont les vrais. Donc, du coup, vous ne savez plus si c'est vraiment un vrai ou si c'est autre chose. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous faire avoir. Mais très vite, ils vous demandent de l'argent ? On va dire oui, assez rapidement. Combien ? Assez rapidement. Quelle somme ? Alors, au départ, c'est ce que vous pouvez. Ils vous donnent pas spécialement une somme. Et c'est au fil du temps où ils vous disent j'ai besoin de temps. Et quand vous lui dites, quand vous leur dites non, c'est pas possible, moi je n'ai que ça pour vivre. Oui, mais tu comprends, une fois que tu m'auras aidé, moi je pourrai t'aider derrière, on vivra heureux tous les deux, t'inquiète pas, tu auras le double de ce que tu m'as prêté. Voilà, c'est ce genre de discours qu'ils ont. Mais vous vous êtes dit que c'était plausible. Les sommes d'argent qu'il vous demandait, c'était normal et il y avait un argumentaire et rien ne vous a mis la puce à l'oreille. Disons que oui, au départ c'était plausible vu qu'il y avait l'histoire du fameux héritage des comptes bloqués. De Johnny Hallyday ? Oui, au départ voilà. Donc au départ c'était très plausible. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le tout dernier. Quand il a fait passer une personne pour son fils, qui, soi-disant, avait été hospitalisé quelques mois avant et qui était dans le coma. Donc, il m'a fait tout un speech en disant que son fils était dans le coma, il avait besoin d'argent et qu'il fallait absolument... J'étais la seule personne qui pouvait l'aider. Et du coup, cet enfant-là m'a envoyé un message en me disant oui, j'ai réussi à avoir votre numéro en volant sur le téléphone de papa, vous n'êtes pas gentil, vous voulez plus nous aider, il a organisé votre mariage et vous voulez l'abandonner, c'est vraiment pas gentil, on fait tout pour vous. Et c'est là que j'ai dit stop. On va revenir vers vous, Rose, pour vous poser évidemment d'autres questions. Mais Santo, vous qui êtes un hacker éthique, j'ai envie de dire un hacker gentil, vous essayez d'ailleurs de piéger les escrocs et notamment sur les piratages des comptes bancaires. C'est classique en fait qu'il y ait plusieurs interlocuteurs comme ça qui prennent le relais. Il y en a un qui prend contact et puis il y en a un autre qui dit non, le premier c'était pas le bon, méfiez-vous, c'est moi le vrai. C'est classique. En fait, le problème c'est qu'on peut pas vraiment vérifier l'authenticité des messages. Et je veux juste revenir sur quelque chose, le fait que Rose témoigne. Moi, je tiens juste à lui souligner ma plus grande compassion. C'est pas facile. Et le fait d'avoir des gens qui témoignent comme ça, j'allais dire à visage découvert, mais c'est pas forcément le cas, mais d'avoir des gens qui témoignent malgré tout, c'est important. Alors oui, il y a des personnes qui peuvent intervenir à différents niveaux, plusieurs interlocuteurs, c'est pour rendre la chose plus crédible. Ça existe. Dans n'importe quelle société, il va y avoir ce qu'on va appeler des niveaux, des paliers. Là, on est un peu dans le même cadre. C'est pour rendre la chose crédible. Après, voilà, moi, je tiens à rappeler quand même quelque chose d'important. Il ne faut pas blâmer la victime. Quand on est sur quelqu'un qui est sous emprise, qui est manipulé, qui est dans un état de faiblesse, ça peut arriver vraiment à tout le monde, parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui vont se dire mais c'est incroyable comment ça peut arriver, tout le monde peut se faire avoir, j'insiste dessus. Hier j'étais au téléphone avec une personne qui aurait pu se faire avoir toutes ses économies à cause du fait que son mari était décédé, elle n'était pas en posture de réfléchir de façon posée, donc tout le monde peut se faire avoir, je préfère le préciser quand même. Et qu'est-ce que vous avez dit à cette personne hier ? Je lui ai expliqué que malheureusement on ne peut faire confiance à personne. Même quelqu'un qui semble légitime, on ne peut pas s'en assurer en fait. Il n'y a rien qui peut le prouver. Si ce n'est avoir confiance envers tout le monde, malheureusement ça ne servira à rien. Il faut être négligent envers tout le monde. Il faut vraiment se méfier de tout ce qu'on peut entendre. Même si ça semble venir d'une source sûre, il ne faut pas écouter les gens.
Il faut vraiment faire attention. Si on se rend compte qu'il y a quand même la moindre petite chance que ça puisse être une arnaque, le moindre élément qui ne colle pas, là, faut avoir quand même des signaux d'alerte qui s'activent. Si c'est pas le cas, il faut en parler autour de soi. Il faut jamais avoir honte. Si on pense parler à quelqu'un qui puisse être une star, ou même un conseiller bancaire, ou peu importe, une personne qui semble avoir autorité et qui est plutôt avenant, qui va avoir une interaction qui pourrait être un petit peu déplacée ou qui peut avoir un comportement qu'on ne pourrait pas qualifier de normal, même dans une circonstance professionnelle, faut avoir des doutes et il faut en parler autour de soi. Mais c'est quoi concrètement, Santo, c'est quoi les signaux d'alerte? Si cette personne au téléphone qui se fait passer pour un faux, enfin qui s'est passé pour un conseiller bancaire alors que c'en est pas un, c'est la façon dont il va parler, c'est le nom qu'il va pas donner, c'est quoi les signaux d'alerte? Ça dépend, ça peut être déjà la façon de s'exprimer, ça peut être des incohérences dans le langage. Après, ils ont des informations, ces gens, vous le savez très bien, ils ont nos numéros de carte bleue parce qu'ils nous attrapent avec un... Elles ne sont pas forcément valides. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils vont vérifier la coordonnée, mais rien ne leur garantit que c'est bel et bien la vraie information. On l'a vu par exemple dans le reportage avec Julien Duponchet, il avait utilisé une carte virtuelle Lydia. La personne s'est présentée comme Visa. Il ne possédait pas le nom de la banque, pourtant il pouvait la retrouver. Donc certaines personnes vont être plutôt négligents face aux informations. Certains vont être très crédibles, ils vont appeler avec le numéro de la banque, avec le bon organisme, d'autres non. Donc c'est pour ça en fait qu'on ne peut pas vraiment donner de conseils qui s'appliquent à tout le monde, mais par contre il faut avoir vraiment des signaux pour tout. Si ce n'est pas son conseiller habituel, si ce n'est pas le numéro de son agence qui appelle, si on peut entendre quelque chose qui fait que ça ne sonne pas professionnel, un tic de langage, un vocabulaire qui est peu adapté. Et on précise Santo que les escrocs n'ont pas besoin de grand-chose finalement pour nous arnaquer. Ils ont juste besoin d'un téléphone comme celui-ci, rien de plus. Hein. Il leur faut rien de plus. Un téléphone, une connexion Internet, on l'a vu dans le reportage, hein, au milieu de nulle part, à côté d'une rivière, on arrive à appeler en se faisant passer pour une banque. Donc au final, ça peut venir de partout. On ne peut pas, sur le biais d'un numéro de téléphone ou la bonne parole de quelqu'un, se fier à ce qu'il dit. Même moi, je pourrais être quelqu'un de mal intentionné au final. Rose, Santo nous a dit quelque chose de très intéressant. Si on a un doute, il faut parler. Pourquoi vous n'avez pas osé parler à votre entourage? C'est une question de honte. Et puis à l'âge que j'ai, je me dis que voilà, je me suis fait avoir comme une adolescente. Et pour moi, c'est une honte. Je suis une personne qui, à la base, je suis très discrète, qui ne se dévoile pas. Et là, le fait de cette histoire, je me suis renfermée et je suis devenue une personne insociable. Oui, donc ça va très loin, les conséquences de cette histoire pour vous. On est aussi en plateau avec Justine Atlan, qui connaît bien les ados, les adolescents. Vous dites, je me suis fait avoir comme une adolescente. Bah oui, parce que les ados ont peut-être moins de ressources pour agir quand il leur arrive du harcèlement sur les réseaux sociaux, de la malveillance, du chantage. C'est une cible privilégiée, les adolescents. Oui, tout à fait. Ça l'est devenu il y a plusieurs années déjà maintenant. Hein. C'est vrai que les escroqueries, elles datent malheureusement déjà des débuts d'Internet. Ça a plutôt touché les adultes au départ. Et puis, il y a quelques années, on a bien vu que les adolescents, comme ils sont devenus de plus en plus nombreux, effectivement, et seuls, puisqu'en général, ils sont sur les réseaux sociaux, plutôt à l'abri des regards de leurs parents, des proies faciles. Et on l'a vu notamment dans le cadre du premier confinement. Et d'ailleurs, Rose dit qu'elle s'est fait effectivement hameçonner à la fin du premier confinement. Donc, on voit bien que ça a été une période aussi propice à ça. Propice, ça a été ce qu'on appelle une période de délinquance d'opportunité. C'est effectivement cette période de crise mondiale, en fait, a permis à des escrocs, pas forcément à grande échelle, mais d'avoir effectivement des gens fragiles en face d'eux, enfermés devant l'informatique et les réseaux sociaux sans grande maîtrise et très fragilisés et sensibles à ce type d'escroquerie. Donc effectivement, les jeunes se font avoir plus facilement parce qu'ils ont moins d'expérience, ils sont plus naïfs. Ils vont aussi rentrer dans exactement ce qu'a eu Rose, c'est-à-dire de se dire mince, je me suis fait avoir, mais il faut que je m'en sorte tout seul parce que j'ai honte et j'ose pas dire que j'ai commencé à me faire avoir. Et donc c'est un cercle vicieux dans lequel on a du mal à sortir. Mais à l'inverse, effectivement, on accable souvent les adolescents et ça permet aussi de montrer qu'ils ne sont pas les seuls, qu'en fait, quand on se fait avoir, et c'est ce qu'a dit le hacker éthique, c'est que c'est pas nous qui sommes responsables, c'est vraiment les auteurs qui sont très bons, malheureusement, qui sont très forts, qui sont des grands manipulateurs, qui utilisent toutes les techniques de la psychologie humaine pour nous faire ce qu'ils veulent et ils y arrivent parfaitement bien, malheureusement. C'est quoi la plus grande menace pour les ados? C'est le chantage aux photos intimes, c'est ça en ce moment?
Alors c'est vrai que les adolescents, on parle de sextorsion. Alors c'est vrai que la sextorsion c'est un peu différent parce qu'il y a ce que les adolescents envoient spontanément. Ils ont l'habitude entre eux de s'envoyer ce qu'on appelle des nudes et malheureusement parfois ces nudes sont diffusées à plus grande échelle sans leur consentement. Mais il y a ce qu'on appelle la sextorsion, mais ça va être un peu aussi ce qui est arrivé à Rose, c'est-à-dire des rencontres qui vont se faire sur les réseaux sociaux. Ils vont avoir rencontré quelqu'un qui va ressembler à un adulte, qui les valorise beaucoup en termes de séduction, qui va les emmener ensuite hors du réseau social sur un lieu de webcam, etc. Donc ça peut être des marques que je vais pas citer, mais des lieux de visio. Et là, effectivement, on va les inviter à faire ce qu'on appelle un plan cam, donc concrètement à avoir des échanges en ligne qui vont aller jusqu'à la masturbation. Et quand le jeune garçon ou fille va se dévoiler complètement intégralement physiquement ou à part déjà de cette nature, on va lui dire maintenant j'ai tout enregistré et si jamais tu veux pas que je le diffuse, il faut que tu payes. Et ça effectivement ça leur arrive beaucoup. Et ce qui change, c'est qu'il y avait beaucoup de garçons majoritairement et maintenant les filles aussi se font avoir à ce type d'escroquerie. Mais ça veut dire Santo nous disait de faire confiance à personne, mais est-ce qu'il faut faire confiance à son petit ou à sa petite amie? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger chez nos proches si après ça peut peut-être se retourner contre nous? On le voit dans le cas de harcèlement de certaines jeunes personnes. Oui, alors c'est vrai que le pragmatisme de la prudence, évidemment, invite tout le monde à se dire ce qui est très désagréable, mais voilà, on ne sait pas de quoi les relations vont être faites plus tard, et on ne sait pas non plus l'émotion d'une rupture, par exemple, ce que ça peut provoquer chez quelqu'un, et qui peut éventuellement être amené à dévoiler des photos qu'on a partagées dans un cadre intime. Pour autant, il faut faire toujours très attention de ne pas renvoyer la culpabilité à la victime, c'est-à-dire qu'elle n'est pas responsable si quelqu'un n'est pas loyal et ne respecte pas ce qui aujourd'hui est la loi, parce que c'est interdit de diffuser des contenus intimes sans consentement de la personne qui est dedans. Donc il faut plutôt effectivement réfléchir à vraiment responsabiliser tout le monde, dire que c'est totalement illégal et condamnable de partager des photos intimes. Mais évidemment, encore une fois, si je suis parent aujourd'hui, que je m'adresse à mon enfant, j'aurais tendance à lui dire fais attention de ne pas diffuser trop de contenu de toi. Et ce qu'on dit aux adolescents très souvent, c'est si tu partages des contenus intimes de toi, partage-les sans montrer ton visage pour pas être reconnaissable, pour pouvoir même démentir si jamais elles sont partagées en disant c'est pas moi. Et puis d'autres signes éventuellement extérieurs qui permettent de reconnaître, un piercing, un tatouage, des éléments qui permettent d'identifier, essayer de le faire sans ça pour se protéger d'éventuels égarements. Mais c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans la vie adulte. Et parler à ses parents, Parler, oui. Alors c'est vrai qu'on voit bien que déjà à l'âge adulte c'est difficile de parler parce qu'on se sent humilié en fait. Mais alors en adolescence c'est encore plus dur parce que ça veut dire que quand on parle, on va raconter à ses parents qu'on s'est fait avoir, qu'on n'a pas été vigilant, qu'on a éventuellement des relations sexuelles ou intimes, on a très peur quand on est ado et la peur ultime c'est de se faire confisquer son portable et l'interdiction des réseaux sociaux. Donc ça c'est des freins très importants pour lesquels les ados ne parlent pas. C'est pour ça qu'on les incite à contacter le 3018 où là on respecte leur confidentialité et on les aide à résoudre le problème. Rose, vous nous disiez que ça avait des conséquences dans votre vie sociale encore aujourd'hui cette histoire. Est-ce que quand on écoute Justine Atlan, quand vous écoutez Santo, vous n'avez pas envie peut-être de faire un pas et de vous faire aider par une association? Disons que c'est pas mon tempérament. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Et déjà, pour moi, le fait d'en parler, c'est un peu compliqué. Mais voilà, et je sais que le but, c'est aussi d'aider beaucoup de gens et de moi aussi un peu m'aider à dire que, en fin de compte, il n'y a pas d'âge pour se faire avoir. Mais je ne suis pas une personne qui se dévoile facilement. Donc, aller voir quelqu'un, des associations ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas. En tout cas, ce que vous faites, c'est témoigner pour les autres. Et ça, c'est déjà très, très courageux. Tout le monde ici l'a dit, Justine Atlan ou encore Santo. Santo, justement, quelques petits conseils. On est finalement alors sans nous culpabiliser, mais on est notre pire ennemi. Il ne faut pas donner d'informations bancaires. Non, en fait, il ne faut même pas se faire confiance à soi-même. L'humain est de nature à faire confiance aux autres et moins s'écouter soi-même. Et ça, c'est vraiment le piège, c'est que les escrocs jouent de ça. Un exemple tout bête, j'ai entendu tout à l'heure qu'on avait donné comme conseil de regarder si le site a un petit cadenas. Alors, le cadenas, ça ne vaut rien du tout en termes de sécurité. Le cadenas, ça veut juste dire que la connexion entre vous et le site internet est sécurisée, mais ça ne veut absolument pas dire que le site, lui, est sécurisé. Pareil, en rentrant sa carte sur le site, rien ne nous dit que le site est officiel. C'est pas parce qu'on voit marqué paiement sécurisé, SSL, avec des logos d'antivirus et de compagnies de renom.
Alors le SSL, c'est le Secure Socket Layer, c'est la protection que l'on a en allant sur un site internet, mais cette protection ne garantit pas que le site est véridique, hein. Ça veut juste dire que si quelqu'un intercepte le trafic réseau entre notre ordinateur ou le téléphone et le site internet, la personne ne verra rien. Elle ne pourra pas comprendre ce qui est envoyé. Mais par contre, le serveur qui lui recevra, ou même le site, peu importe, lui recevra les informations en clair. Donc si on met un numéro de carte, une information qui peut être considérée comme confidentielle, là, le hacker potentiel pourra y avoir accès. Donc au final, il faut se méfier de tout. Même un site internet qui paraît authentique, si on va par exemple sur amende-gouv.fr au lieu de amende.gouv.fr, les gens ne font pas forcément attention à ça. On peut avoir par exemple Amélie, plutôt que d'avoir un I majuscule, on va voir un L minuscule. Quand on écrit un SMS, le L majuscule, on le voit bien, mais le L minuscule, on peut le confondre avec un I, par exemple. Donc il faut faire attention à tout ça. Autre détail qui peut être important, ça va aussi être si on a un interlocuteur au téléphone qui est pressant, quelque chose qui va nous inciter à faire une action qu'on pourrait se dire c'est bizarre quand même. Cette réflexion, on ne l'aura pas. On va se dire mais pourquoi en Vous temps allez réel. avoir des problèmes. Après, moi, je m'en fiche. En gros, c'est ça, c'est votre problème. Certains peuvent nous dire ça au téléphone. C'est ça. C'est ça. On leur dit souvent, on va leur rejeter la faute dessus. On va leur dire, c'est de votre faute. Si vous ne le faites pas, de toute façon, les problèmes c'est pour vous. Moi, je m'en fous. Alors, je ne pense pas que les gens ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il faut faire, Santo? On appelle tout de suite, on raccroche, on appelle sa banque tout de suite, on fait opposition. Sur le numéro qu'on connaît. Quand on reçoit un appel comme ça, si on a rentré sa carte sur un site qui nous semble officiel, mais qui ne l'est pas après avoir fait une recherche, alors ça peut être une recherche sur le site Signal Arnaque, le site Scamdoc, ça permet d'identifier les sites d'arnaque. Si on reçoit un appel d'un faux conseiller bancaire, on bloque sa carte d'office. Ça veut dire qu'il a déjà toutes les informations. Il va falloir la bloquer, appeler son agence, demander s'il y a eu des prélèvements que nous, on n'a pas vu, parce qu'on peut avoir des sites qui ne font pas cette vérification par Securipass, par authentification forte via l'application. Certains sites ne le font pas. C'est le cas de Spotify, c'est le cas de Uber notamment. Donc certaines personnes pourraient s'offrir à manger gratuitement sur votre dos. Alors, je sais que certaines personnes sont plutôt charitables, mais là, je pense pas que ça fera plaisir. Donc, dès qu'on voit une transaction suspecte qu'on n'a pas autorisée, on l'annule. On bloque la carte, on fait tout sauter. Très bien. Pareil, si on voit qu'on reçoit des SMS, vous avez une amende, vous avez un colis en attente, je tiens à le préciser parce que beaucoup le font, n'insultez pas la personne, ça ne sert à rien. Mais on signale ce numéro On le signale, ce numéro ? Surtout pas. Il faut jamais signaler un numéro de téléphone et je vais y venir. On a une plateforme du gouvernement qui s'appelle le 33 700 qui est fait pour dénoncer ces numéros de téléphone. Alors en apparence c'est très bien, mais en réalité les numéros de téléphone sont usurpés. Donc dans tous les cas, si on signale la personne, ce qui se passe, c'est que la victime s'est fait cloner son numéro de téléphone avec une deuxième puce, une deuxième carte SIM, qui envoie des SMS à son insu. Donc si on fait des remontées au niveau du 33 700 et qu'une enquête est ouverte et qu'on voit que effectivement des SMS ont été envoyés, la personne perdra son numéro de téléphone. Elle sera bloquée. C'était très et là, concret. c'est encore c'est un gros problème là. Merci c'est un très beaucoup. gros problème parce que allez-y, terminez votre phrase. Je veux juste terminer parce que si on bloque le numéro de téléphone de quelqu'un, on n'a plus accès à ses mails, on n'a plus accès à sa banque, on ne peut plus recevoir d'appels, on ne peut plus recevoir d'authentification pour des paiements. Là, c'est très grave. Il faut vraiment faire attention à ça. Bon, merci pour vos conseils, pour ces astuces très pratiques. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Merci à vous, Santo, hacker éthique, comme on dit. Vous piégez notamment les escrocs avec votre collectif. On est ensemble. Merci, Justine Atlan, de nous avoir aussi aidé. J'espère que des parents pourront peut-être parler à leurs enfants et pour voir si tout se passe bien en ce moment et qu'ils n'aient pas qu'ils aient pas honte de parler. Rose, merci vraiment d'avoir témoigné aujourd'hui. Alors à visage caché, certes, mais sachez que votre témoignage, il va faire écho, c'est sûr, chez plein de gens qui vous ont regardé aujourd'hui. Merci pour votre courage et bonne continuation à vous.